ça ne peut pas être autre chose que hybride. D'abord, si vous n'êtes pas en audio, là, si vous êtes en vidéo, vous allez voir que j'aspire à la domination mondiale. C'est pour piquer la curiosité de ceux qui ne sont jamais allés nous voir sur YouTube. Mais il y a Christine Roger, plus loin sur la passerelle. Je la regarde, là. Moi aussi, Je regarde. On se regarde. On est là, les deux, dans ce qu'ici, on appelle Hockey 2, qui est l'autre aréna. C'est ici que le tournoi féminin va commencer. Puis il y a Alex à Montréal. Comment ça va, mon vieux? Ça va très bien, toi-même? Ça va? Est-ce qu'on est en vortex, en plein vortex? Non, là, c'est un petit moins 5, 6, 7 là, de saison. Normal de saison. Et le sujet ici, là, c'est le record de froid du mois de février à Montréal. C'est sur toutes les lèvres. C'est quoi le vortex polaire à Milan? Ça se chiffre à quel degré environ? C'est humide, mais moi, je dois dire que la journée où je suis arrivée, j'ai pu aller sur une terrasse. Je voulais aller sur une terrasse. Je ne peux pas dire qu'il est chaud, mais les terrasses sont ouvertes. Donc, peut-être quoi, 5, 6, 7, quelque chose comme ça? Oui, mais il pleut. Plus vieux. Il pleut. Ah. C'est très pluvieux. Alors, n'oublie pas de paqueter ton parapluie, Alex. Moi, j'ai oublié. D'accord. OK. Bon. C'est noté. Sinon, parapluie. Sinon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe au 15-18? Parce que tellement hockey est un contributeur avec Marc-Antoine, comment dire, régulier. Il y a des émissions amies. Ben oui, c'est ça. Il y a une collaboration spéciale entre le 15-18 et Tellement Hockey. Là, clairement, il y a un lien. Ben, il sera question, entre autres, de la retraite de Marc-Antoine de quoi? Alexandre Dupal qui nous a annoncé ça. Je pensais que ça allait dire Marc-Antoine Godin. La retraite de Marc-Antoine Godin, j'étais un peu sous le choc. Oui, ça, je ne suis pas au courant. Ça serait un drôle de timing. Au moins, attends d'avoir fini. Tu sais, ramasse une pièce ou deux, puis prends ta retraite. Les jeux n'ont même pas commencé. Non, c'est ça, exact. Mais en même temps, il est tellement farfelu que ça aurait pu, non? Oui. Bon, OK. Alors, aujourd'hui, vous l'aurez deviné, des nouvelles de Milan. Qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? Parce qu'on ne l'a pas ici. Et un petit mot sur le tournoi féminin. C'est Tellement hockey, épisode 461. Elle est votre journaliste affectée aux affaires du hockey féminin, Christine Roger. Coucou! Bonjour! Je vais vers ma gauche, je me retourne vers l'écran. On est à côté, mais un peu loin. C'est ça, là, on est gestion de son de micro. On est sur la route. Ça, c'est le cas de le dire. Alexandre Gascon est votre journaliste affecté aux affaires du hockey masculin. Hein, je vais le dire. Là, ça va être ça pour les prochaines semaines. Salut, Alex. Bonjour, monsieur, dame. Je m'appelle Alexandre Coupal. Alors oui, on est aux 2 tiers à Milan. C'est un épisode entre deux. D'ailleurs, on fait aujourd'hui et vendredi des épisodes entre deux avant que le balado quotidien Tellement Hockey débute samedi le 7 février. Je le répète, ça va être en direct sur tout.tv, puis ensuite décliné sur nos plateformes habituelles audio et tout.tv en direct à 18h, heure du Québec, à tous les jours. Donc, à compter de samedi. Ça risque d'être un peu mieux. C'est ça. Précisons que le son sera de meilleure qualité à compter de samedi. Oui. Là, on est vraiment en formule garage. Mais là, profitons de cette situation. Alex, as-tu des questions? Est-ce que tu te demandes... J'en ai plein. D'abord, les dimensions de l'aréna, est-ce que ça t'inquiète? Non, c'était pas tant ça. Là. Plus qu'est-ce que vous avez mangé depuis que vous êtes arrivé. Ça m'intéresse. Mais ça, c'était pour avant le démo. Bon, mais parlons des vraies affaires. Là. Êtes-vous allé faire... Parce que Hockey 2, ça ne nous a jamais vraiment inquiétés. Je sais que vous êtes à Hockey 2 présentement. C'est là où la majorité des matchs du tournoi de hockey féminin auront lieu. Certains matchs de hockey masculin aussi. Ça n'a jamais été une source d'inquiétude. Êtes-vous allé faire un tour à Hockey 1? Et pourtant, je dirais. Moi, je suis allé à Hockey 1, mais Christine, non, il y a des observations à non, mais c'est juste que, évidemment, tout le monde parlait de la Racine Arena Santa Giulia, est-ce que ça va être prêt, il y a un trou dans la glace, mais personne ne parle de Hockey 2. En soi, c'est un film assez impressionnant où on est. Imaginez qu'il fallait des congrès de Montréal, mais 10 fois plus grand. Et on a... Faut que tu cherches, là. Il n'y aura pas une aréna. Là. Tu rentres dans un hangar et il y a des rideaux noirs et à un moment donné, tu tombes sur le glace. Mais c'est assez impressionnant si on réussit à créer en si peu de temps
il y a les vestiaires, il y a 2 glaces de pratique, une glace de pratique, une glace principale au même endroit. Ça, c'est super pratique. La glace, qui est quand même fascinant ici, c'est, comment je peux vous expliquer ça? Les ronds sont ronds. C'est ça, j'ai dit au début à Jean-Alexis, j'ai dit, waouh, la glace qui n'est pas rectangulaire. En soi, quelle communicatrice. C'est impressionnant. Non, mais c'est parce que la courbe commence plus tôt. La courbe est plus ronde qu'une glace habituelle. Donc, imaginez quand la rondelle s'en va derrière le but, si la gardienne sort pour aller chercher la rondelle, dépêche-toi parce qu'elle arrive vite en s'il vous plaît. Est-ce que ça aura un impact au niveau de la stratégie? Aussi, présentement, j'ai un petit manteau, mais j'ai chaud. Ça ne fait vraiment pas froid. Ça fait que présentement, la glace est vraiment. Regardez, ici, Alexandre Coupal, il est en petite chemise sur le bord de l'enlever. La glace est molle. Elle n'est vraiment pas en super bon état présentement. Après 5 minutes de pratique, déjà, elle commence à avoir des cracks. Donc, je ne sais pas si on va être en mesure de peaufiner tout ça. On se rappellera que le premier match ici est le 5 février, donc ça se ferait très vite. Mais tu sais, chaque jeu, là, on est inquiet. Finalement, rendu au match numéro 1, on réussit à régler certains pépins. Donc, est-ce que c'est le système de réfrigération de la glace qui fait défaut ou ce serait plus comme la climatisation ambiante ou est-ce qu'on en sait plus là-dessus? C'est très grand. C'est un gigantesque hangar. Ouais. Donc, sans être un expert, ça doit être difficile à chauffer aussi. Là. Ça doit être difficile à réfrigérer. Mais moi, je dirais que s'il y a une inquiétude, là, c'est celle-là. Parce que c'est comme Christine disait, c'est assez impressionnant. Tu n'as pas besoin de construire un aréna si tu veux une patinoire. Là, tu peux installer ça dans un grand hangar. Ça se fait. Ça fait le travail. À condition que tu puisses réfrigérer ta glace comme il faut. Là, tu vois, il y a une pratique en ce moment. C'est un peu comme s'ils prenaient les studios Mills à Montréal. Là, où ils font des films sur de super-héros sur place qui peuvent fournir des décors. Tu pourrais prendre ça et créer un aréna à l'intérieur et présenter un tournoi. Écoute, j'en ai visité des arénas burlesques dans ma vie. Puis, tu sais, c'est pas ton documentaire sur les arénas burlesques? Oui, exactement, les arénas burlesques de l'Amérique du Nord. On se rappellera que les Whalers d'Hartford jouaient dans un centre d'achat, quand même. On a tendance à l'oublier, mais oui, le Civic Center, je pense à l'époque. Je ne sais pas si ça portait déjà ce nom-là, mais quand même. Et c'est un centre d'achat? Oui, tu étais dans un centre d'achat. Je ne savais pas. Puis il y avait accès, donc c'est très bien. Tu peux aller faire les emplettes en même temps. Oui, c'est pratique. C'est très pratique. Et quand j'étais parti à la chasse au Joël Bouchard, qui s'était caché en Californie, je l'ai retrouvé à San Diego, dans un aréna, ma foi, on n'aurait jamais pu penser qu'il y avait une patinoire là. Ouais. C'est comme un quartier industriel. Tu parles de hangar, c'est un peu ça, là, avec des plaques en acier. Puis, tu t'attends à tout. Tu t'attends à avoir des vieux camions garés là-dedans. Puis là, tu rentres là-dedans. Puis finalement, c'est une patinoire. Et ça fonctionnait. Et on était à San Diego. Donc, j'imagine qu'il y a moyen de faire, peu importe où on est. Ça paraît un peu négatif, mais au contraire. Moi, c'est surprenant, mais pour moi, c'est super positif qu'il a réussi à créer ça ici. Il y a le métro, je ne le dis pas trop loin. Tu sors, là, tu marches des kilomètres, donc on va faire beaucoup de pas ici. Il y a l'aréna de patinage de longue piste qui est juste en face. Donc, pour les amateurs qui vont se déplacer, on peut faire un 2 dans 1. Donc, pour ça, c'est quand même assez agréable. Et contrairement à ce qu'on m'a dit, Alex pourra le dire au hockey 1, on m'a dit qu'ici, la patinoire d'entraînement est beaucoup mieux. De l'autre côté, c'est peut-être pas aussi accueillant, quelque chose. J'ai pas vu la patinoire d'entraînement à hockey 1. C'est sous un chapiteau. J'ai vu l'extérieur, c'est littéralement sous un chapiteau. C'est pas le Cirque du Soleil, là, c'est les glaces pour les entraînements. C'est pas clair, Alex, non plus, si ça va être accessible aux médias. Fait que je te dis ça, prépare-toi tranquillement. Je dis pas que ça ne le sera pas, là, mais ça fait partie des choses sur la longue liste des choses à confirmer. C'est ça, là, si tu arrives jour 1, il y a les règles. Et ensuite, tu te fais des contacts. Et ensuite, tu négocies ici aussi. On nous disait hier, il y a un petit enclos dans le coin pour la zone mixte. Vous allez filmer de là, mais je veux dire, je ne voyais même pas les joueurs, je ne vois pas les numéros, la presse de texte, puis avec les diffuseurs. Puis finalement, on se rapproche un peu plus de la patinoire à chaque jour. Il y a toujours moyen de moyenner. Vous allez défricher. Puis quand je vais arriver, ça va être tout cuit dans le bec. Exactement. Le son va être parfait quand tu vas arriver. Tu auras juste à cueillir le fruit mûr et le déguster tel qu'il t'est dû, mon prince. Exactement. Je pense que ça va sans dire. Cela va sans dire. Mais à date, j'ai vu ma position zone mixte en photo à hockey 1, puis je pense qu'il y a du travail à faire. Là. On l'a
On l'a confondu avec un dépotoir à fil, je pense. Bon, t'inquiète pas avec ça. Sinon, pour les réelles conditions de jeu, là, c'est ça. Moi, j'étais inquiet à Hockey 2. On avait dit que le plafond était bas. C'est vraiment pas si pire. À la télé, ça ne paraîtra pas. Puis si la glace peut rester gelée, je pense que ça va être très, très bien. À Hockey 1, il y a de la poussière de plâtre encore. Ce n'est pas des blagues. Il y a des articles qui passent là, comme quoi c'est pas tout à fait fini. C'est pas de l'enflure. C'est pas tout à fait fini. Moi, je suis allé hier, je suis allé aujourd'hui aussi. On voit la progression. C'est pas, je veux dire, on est ici, ils sont en train de mettre les collants sur les bancs. Oui. Je veux dire, c'est il faut fine. La glace en soi, à part qu'elle est molle, est prête. C'est ça. Oui, tout est là. Elle est utilisée en ce moment. Mais justement, on n'est pas à l'abri d'un bruit de drill ou de. Il y avait quand même des gros bruits de travaux là, quelques minutes avant qu'on enregistre. Mais tu vois, je remarque là, les baies vitrées ici, puis ça, c'est un dénommé Martin Leclerc qui a noté ça quand on est allé à Hockey 1 hier. C'est pas la grosse baie vitrée avec les tiges de métal auxquelles on est habitué. Alors, surprenez-vous pas s'il y en a une qui débarque à un moment donné. Là, ça a été noté. Donc, pour la liste des choses à surveiller, je pense que c'est ça. Pardon? Pour ceux qui s'inquiétaient des le dossier. C'est parce que quand même, au niveau de la sécurité des joueurs, ça peut être important. Là. C'est ça. Non, mais on n'y avait pas pensé. On n'en avait pas tant parlé. As-tu d'autres questions, Alex? Écoute, non, ça va, tout plein. Là. Ça va avoir lieu, ce tournoi-là? Ça va marcher? Ça va avoir lieu. Ils vont patiner, ils vont jouer, oui? Oui. Je pense que globalement, on peut dire, là, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, depuis qu'on est arrivé, du moment où on débarque de l'avion, je trouve que ça roule bien. C'est bien organisé, il y a des bénévoles, tout le monde est super gentil. Ça fait quelques jeux que je fais sur place, puis à partir du moment plus à l'aéroport, comme on est pris en charge, c'est hyper fluide. Donc, ça, c'est de bon augure pour le reste du tournoi. Quand tu sors d'avion, puis déjà, tu croches, je fais comment ça va se passer sur les sites de compétition. Donc, de ce côté-là, c'est positif. Oui, on est très bien reçus. Tu disais, bon, c'est pas de l'enflure, c'est pas terminé, tout ça, la patinoire, d'accord, mais tu sais, à chaque Jeux olympiques, c'est la même chose. On dirait qu'on oublie d'une fois à l'autre. Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu les gars de la Ligue nationale, donc peut-être qu'il y a un petit peu plus de fébrilité et d'attention autour de ça. Il y a eu tout un débat à propos de la longueur de la patinoire qui, à mon sens, à mon avis, est complètement un faux débat. Pour les joueurs, ça ne changera pas grand-chose d'avoir 3 pieds de moins en longueur. Avec une largeur qui est la même que celle qu'ils connaissent dans la Ligue nationale. Donc, ça c'est un faux débat. Et puis, ultimement, la glace va être prête. Je me rappelle, c'est toujours comme ça. Là, je me rappelle à Paris, quand je suis allé visiter le site de compétition de volleyball, c'est peut-être moins complexe, vous direz, parce qu'il n'y a pas une glace à réfrigérer, mais quand même, la veille du début du tournoi, on était encore en train de couper des planches de bois. Il y avait des échafauds partout. On s'enfargeait dans les matériaux de construction. Et le tournoi s'est très, très bien déroulé. Donc, non, mais c'est... Oui, excuse-moi, mais c'est vraiment pas pour... Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir sur le déroulement des compétitions. Là. C'est peut-être plus pour l'expérience client, là, mais ça... Aussi, il faut se souvenir que globalement, quand on est ici, l'Arena Hockey 2, c'est pas immense. Normalement, je pense que ça devait être 6500 places, mais évidemment, il y a tout un côté qui est condamné pour les boîtes de diffusion, les descripteurs. Donc, c'est pas immense, mais ça me fait penser un peu à ceux qui sont allés voir la Victoire de Montréal à l'Auditorium de Verdun. L'ambiance va être absolument incroyable, mais c'est aussi quelque chose qui est fait pour la télévision. Quand on parle du plafond qui est un peu bas, comme tu dis, ça ne paraîtra pas. Ça ne paraîtra pas à la télévision, puis ça va vraiment bien sortir à la télévision. L'ambiance va être là parce qu'on est près de la patinoire. Pour la taille de la patinoire, je n'ai pas sorti mon tape à mesurer, comme on dit, mais effectivement, la zone neutre a l'air quand même plus petite ici. Les points de mise en jeu sont vraiment proches de la ligne bleue. Mais je veux dire, c'est la même zone neutre pour toutes les équipes. Comme tu dis, Gaston, je ne pense pas que ça va avoir une incidence. Je l'ai remarqué hier, puis après ça, aujourd'hui, je ne le voyais même plus. C'est un faux débat. Alex, j'ai décidé. C'est un faux débat. J'ai dit. J'aime ça, moi, des opinions comme ça. Non, mais c'est parce que là, Martin Leclerc était d'accord avec moi. Fait que je sais que quand on ajoute le poids de l'opinion de Martin, là, tu changes de ton. Là. Oui, Martin l'a dit. Si Martin l'a dit, ben là, ça doit être vague. On aurait dû commencer avec ça. Beaucoup plus de crédibilité. L'important, Christine vient de le dire, c'est que ça va bien sortir pour la télé et 99,99999% des gens qui vont regarder ça vont être à la télévision, donc tant mieux. Après ça, l'expérience client, Alex, c'est ton problème. Alors, c'est bien beau le contenant, mais qu'en est-il du contenu?
là aussi, c'est assez embryonnaire, hein, Christine? Est-ce que les joueurs sont là? Sont arrivés quand sont-elles arrivées? Les joueuses canadiennes sont arrivées hier, donc on est quoi, lundi? En fait, on est mardi. On est mardi, merci. On perd un peu le fil du temps ici. Oui. Mais elles ont quitté la semaine dernière, jeudi, au lendemain du dernier match dans la PHF. Elles sont allées directement à Lugano, en Suisse. Elles ont fait un pré-camp là-bas, le temps de s'adapter au décalage horaire. Puis là, ils sont arrivés, en fait, c'est ça, lundi. Et là, aujourd'hui, journée de congé. Elles devaient avoir un entraînement. L'entraînement a été annulé, mais d'autres équipes s'entraînaient. Donc, j'ai fait les États-Unis, la Tchéquie. C'est une occasion pour nous. J'étais avec Michael Roy, Isabelle Leclerc, d'aller voir notamment le relationniste de la Tchéquie, puis aller lui demander. Là, on n'est pas trop sûr, certains noms, évidemment, parce que, bon, vous allez vivre ça. Non, vous, c'est beaucoup des joueurs de la Ligue nationale. Évidemment, dans l'équipe de la Tchéquie ou l'équipe de la Suède, ils ne sont pas tous dans la LPHF. Puis il y a quelques syllabes qui me posaient problème, on peut dire ça comme ça. Donc, ça sert à ça un peu cette journée-là. Les Américaines, c'est sûr que quand tu regardes l'équipe américaine en entraînement et ensuite tu regardes, exemple, la Suède, le niveau de jeu, là, c'est là que tu vois la différence. La map est quand même encore extrêmement grande. Mais les Tchèques, il y en a quand même, tu dis, elles ne sont pas toutes dans la LPHF. Corrige-moi si je me trompe, c'est une impression, mais c'est une des nations européennes où il y en a le plus, non, dans la LPHF? Oui, mais c'est surtout qu'ils ont des noms importants. Il y a une Kaltunkova, joueuse des Sirènes de New York, qui est excellente. L'entraîneuse aussi, Carla McLeod, c'est une Canadienne, c'est la coach de la Charge d'Ottawa. Donc oui, il y a plusieurs joueuses qu'on connaît. Il y a Mlinkova, la joueuse de la Victoire de Montréal. C'est une équipe qui va être à surveiller. Moi, dans les prédictions, je les vois monter sur la 3e marche du podium. Mais après, tout peut arriver. Est-ce que la Finlande peut venir ennuyer la Tchéquie? La Finlande qui avait gagné la médaille de bronze il y a 4 ans. Donc, ça se peut aussi. Puis, j'en parlais justement à Daniel Sauvageau qui va être sur notre panel. Côté du hockey féminin aux Jeux olympiques, la gardienne peut vraiment tout changer. C'est arrivé il y a des années, en 2014, il y avait une Blanche Schelling qui arrêtait 60 rondelles par match. Puis finalement, contre toute attente, la Suisse a gagné la médaille de bronze. Donc, ça va être aussi un élément à surveiller. Heureusement, le Canada a une bonne gardienne. Donc, elles vont en avoir besoin, hein, d'Anne-Renée Desbiens, ça, c'est sûr. Je sais qu'on est fatiguant avec ça, mais c'est ça, c'est les premiers jeux depuis que la LPHF existe. Est-ce que tu t'attends, tu t'as dit, tu regardes la Suède à côté des États-Unis, c'est pas le même niveau, mais est-ce que le gap, est-ce qu'on va surveiller le gap? Mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 groupes. Hein. Le Canada, dans la phase préliminaire, n'affrontera pas le Japon. On va affronter la Tchéquie, la Finlande, la Suisse, les États-Unis. Donc, des équipes, normalement, oui, la Suisse, ça va être facile, mais on n'aura plus, comme dans l'ancien format, des 10-0. Là. Ça n'existera pas. Ensuite, quand tu regardes le 2e groupe aussi, ça permet à des équipes comme la France, l'Italie, qui est le pays hôte, dont le personnel d'entraîneur est québécois, ça dit en passant, ça leur permet d'essayer de se battre pour passer en quart de finale ou évidemment espérer un jour passer au premier groupe mondial. Donc, le but est fait pour que justement les équipes aient des adversaires équivalents en quelque sorte. Avant, c'était juste Canada et États-Unis. C'est ça la différence, c'est qu'avec la LPHF, ça a progressé. Là, tu as la Tchéquie, tu as la Finlande, même la Suède qui a connu des mauvais mondiaux qui se retrouvent dans le 2e groupe, normalement, va gagner ce groupe hyper facilement. Puis en même temps, on spécule parce que c'est ça qui va être intéressant de voir. C'est les premiers Jeux olympiques depuis la LPHF. À quel point le niveau de jeu a progressé. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est, vous savez, normalement, il n'y a pas de contact selon l'IHF, tandis qu'il y en a qui sont permis dans la LPHF, mais ce sont les mêmes arbitres. Donc, je m'attends à ce que le jeu soit beaucoup plus physique que lors des derniers championnats du monde ou qu'il y a 4 ans. Donc, puis je parlais de la solidité des baies vitrées, là. Hein? Ah, soudainement, c'est pertinent? J'ai pas dit que c'était pas pertinent, là. Juste que j'avais... Hey, mais une chance que vous êtes arrivés. Moi, j'étais là toute seule hier, puis j'avais pas remarqué, mais j'attendais vos yeux pour voir ces petits aspects spécifiques. Je n'avais pas remarqué, moi non plus. Là. Moi, j'ai surtout remarqué le gars qui a remarqué. Gascon, il fait une face de « N'est-ce pas là la seule chose que tu sais faire? » Exactement, c'est un peu ça. Les yeux valaient tout dire. La clé de ton succès, m'en remettre à Martin Leclerc et le citer abondamment. C'est moins que ça. Mais je pense que vraiment, une chose qui est quand même drôle, tantôt je parlais avec un gars qui travaille au OBS, les bénévoles qui travaillent ici, puis le gars, c'est un Italien. Puis là, il arrive, il me dit, hey, telle joueuse tchèque, elle joue dans la LPHF. Il me dit ça en anglais. Puis je suis comme, ouais, comment tu le sais? Cette gardienne-là est vraiment bonne. Ah, mais vous venez de Montréal, c'est la Victoire qui joue là-bas. Je dis, comment ça?
Il dit, ben, je regarde la Ligue nationale de hockey sur NHL Network, puis je regarde les games de la PWHL sur YouTube. Puis j'étais comme, OK, wow, ça fait quelques Européens. L'Italie, on s'entend que c'est pas le pays qui est reconnu pour le hockey sur glace, encore moins le hockey féminin. Mais là, tu vois que quand même, il y a un engouement, puis la Ligue fait énormément parler d'elle en Europe. Là, les Jeux olympiques, bien, ça va aider de ce côté-là aussi. Bon, à ton tour de nous donner des nouvelles, Alex. Enfin! Qu'est-ce qui se passe? C'est le meilleur bout du show. Tous les clés de ton succès, c'est un trousseau de clés de ton succès. C'est pas depuis que je suis parti, Gallagher compte des buts, qu'est-ce qui se passe? Un beau hier en plus. Avez-vous regardé le match? Ben, les faits saillants. Non, ben, on peut pas. On peut pas en direct. C'est géolocalisé, ces affaires-là. Mais oui, mais avec un VPN, peut-être. En tout cas, j'ai cherché Una Caggio della Sportiva, mais je n'ai pas trouvé. Ah non. Puis le compte-rendu du match dans la Gazzetta dello Sport, il ressemblait à quoi? Tu ne l'as pas trouvé non plus. Non. Dommage. Oui, ben, Canadiens hier, donc tu veux tout savoir, j'imagine, contre le Wild du Minnesota. Comment vont les... Tu n'as pas vu les petits gars parce qu'ils étaient au Minnesota. Non, ils ont quitté vendredi dernier. Donc, j'ai passé la dernière semaine avec eux avant que vous quittiez pour l'Europe, mais je ne les ai pas vus depuis ce temps-là. Très grande prestation contre les Sabres de Buffalo, probablement une des bonnes cette saison. Si on se concentre sur le Wild, historiquement, bon, ils n'ont pas gagné depuis 2011 au Minnesota, donc ça fait quand même un moment. C'était 11 défaites d'affilée, ça fait 12 maintenant. Mais ce point-là arraché est quand même de bon augure, mais surtout important, je dirais, parce que le CH a démontré que même quand il n'est pas au sommet de son art, la fameuse balle rapide à laquelle se réfère parfois Martin Saint-Louis, le CH ne l'avait pas hier, sa balle rapide. Elle ne sortait pas de la main aussi rapidement. Et malgré tout, malgré un contexte défavorable, un endroit où ils connaissent très, très peu de succès contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale, oui, qui joue dur, qui joue physique, parfois style de jeu là, un peu âpre, qui donne des problèmes aux Canadiens, malgré le fait que, comme je le disais, clairement, ils n'ont pas le meilleur match dans le corps en partant. Ils ont quand même été en mesure de revenir d'un 2-0 assez rapide dans le match, une avance de 2-0 de la part du Wild, de prendre les devants en troisième et d'aller chercher un point. Je pense qu'il y a là comment dire, on voit là, c'est un bon exemple de la progression du Canadien cette année. C'est que même quand les conditions sont difficiles, même quand on a un vent de face puis qu'il y a plusieurs éléments qui jouent contre nous puis qu'on n'est pas dans une bonne journée, on arrive à faire quelque chose. On arrive à remonter, à s'accrocher, à décrocher des points, des fois même à gagner. Contre le Wild, ultimement, ce n'est pas ce qui s'est produit, mais ce point-là arraché contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale est quand même vraiment de bon augure. Puis, c'est ça, j'écoutais les points de presse de la maison, forcément. Évidemment qu'il y avait un peu de déception, mais on a semblé relativiser cette défaite-là très, très rapidement en disant c'est un gros point. La dernière fois que le Canadien a gagné là, comme je l'ai dit, c'était au mois de mars 2011. Ça avait fait les choses en grand, par exemple, une victoire de 8-1 du CH, tour du chapeau de Piquet Souban, ce qui avait inspiré à notre collègue Jean-François Chaumont, aujourd'hui relationniste pour la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est pas fait. le titre suivant, triple boucle Piqué. C'est de lui, ça! C'est celui-là. C'est ce match-là. Oui, exactement. Donc, c'est pas un match anodin, là. C'est un match de sa époque. Et là, la mauvaise séquence se poursuit. Donc, on va pouvoir en parler l'année prochaine. Ce qui est la meilleure nouvelle de tout ça. Mais donc, oui, ça c'est bien. Et moi, ce que j'aime particulièrement, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais le duo Lane Hudson, Noah Dobson, cette expérience-là se poursuit. Et honnêtement, Martin Saint-Louis, la première fois qu'il en a parlé, avait l'air de dire que c'était plus circonstanciel, qu'on les avait placés ensemble parce qu'on voulait Matheson et Goulet contre la gang de Nathan McKinnon, et parce que le premier trio est particulièrement fort, particulièrement gorgé de talent et qu'il y en avait peut-être un petit peu moins ailleurs dans la formation. Donc, c'était pour ça qu'on avait mis Matheson, Goulet ensemble et Dobson, Hudson sur le deuxième duo et on verra pour la suite. Mais là, ça fait 3 matchs de suite. Et honnêtement, c'est probant. Vous regardez un peu les statistiques avancées. Là, ça fait maintenant 180 minutes qu'ils passent ensemble à 5 contre 5. Pas juste dans ces 3 matchs-là.
Vous savez, on les réunissait parfois quand on avait besoin d'un but en troisième période, mais sinon, ils n'avaient pas passé des matchs consécutifs à amorcer les rencontres ensemble puis pendant toute la durée du match. Et là, ça va extrêmement bien. Là. Parmi tous les duos qui ont joué autant qu'eux, ils sont dans le sommet d'à peu près toutes les catégories. 16 buts pour, 6 accordés. On parle d'un ratio de près de 73 % de buts en faveur du Canadien. C'est le deuxième duo de la Ligue nationale. Pour ce qui est des buts attendus, les fameux expected goals, on est à près de 2 sur 3, 65 % au premier rang de tous les duos qui ont joué autant qu'eux, environ 180 minutes. Pour ce qui est de la possession de rondelles aussi, on est tout près de 60 % au sixième rang. Donc, on parle de la fine élite en ce moment. J'espère que l'expérience va se poursuivre. C'est franchement intéressant qu'Aiden Goulet, pendant ce temps-là, a retrouvé ses marques, même s'il y a eu quelques moments un petit peu plus pénibles là, dans le dernier match, entre autres le premier but du Wild sur la toute première présence dans la rencontre. Disons qu'il est allé d'un pinch audacieux, puis il y a eu le Wild a marqué, mais on le sent quand même beaucoup plus à l'aise qu'à ses débuts. Et je pense que ce rôle-là, de contrer les meilleurs adversaires, lui sied bien. Mike Matheson, on le connaît. On sait ce qu'il fait depuis plusieurs années. Encore une grande prestation hier. Alors, il y a quelque chose de vraiment prometteur là-dedans. Et là, s'il vous plaît, ça va prendre... il faut sauver le soldat Jacky parce qu'il n'a même pas joué 6 minutes hier. Tout le monde est autour de 20 et plus. On joue essentiellement à 5 défenseurs. C'est un peu ridicule, mais contre l'Avalanche, il y a un collègue qui me faisait remarquer le Canadien menait 5-1. Oui, le Canadien menait 5-1. Puis à 5-1, on a vu Arber Xhekaj. Martin Saint-Louis l'utilisait davantage. Là, c'était 5. Il y avait 4 buts d'avance. On l'utilisait davantage. On craignait moins. Le Colorado a fait 5-2, 5-3. Même après le but de Carrier qui a porté le compte à 6-3 au Canadien, Xhekaj n'est pas revenu sur la glace tant que le Canadien n'a pas porté le compte à 7-3. On parle d'une séquence là, de 13 ou 14 minutes entre la fin de la deuxième période et la troisième période où Xhekaj n'a pas touché à la glace, même si le CH menait toujours par 2, 3 ou 4 buts. Ça a pris 4 buts d'avance pour qu'il le renvoie dans la mêlée. Ça, c'est vraiment un problème. Hier, 5 minutes 51, je pense, je dis ça de mémoire, mais c'est en bas de 6 minutes. Je ne pense pas que Kent Hughes va faire des emplettes d'importance sur le marché des échanges là, avant la date limite, pas celle-ci, mais l'autre, celle du 6 mars. La vraie, pas la date limite olympique. Ouais. Mais s'il y a quelque chose à aller chercher, ce serait peut-être un défenseur d'expérience capable de jouer 14-15 minutes et sur le deuxième duo de désavantage numérique. Ça aurait été là la place de Xhekaj. C'est là qu'il fallait qu'il démontre cette année qu'il était capable d'en prendre un peu plus, de prendre plus de responsabilités, d'être efficace, d'être fiable sur un deuxième duo de désavantage numérique. Il ne l'a pas fait. On ne lui fait pas confiance. Et pas plus que Struble, vraiment non plus. Alors, il ne doit pas se sentir très, très utile. L'entraîneur dit souvent, moi, j'aime ça que mes joueurs aient des rôles dans mon équipe. Ouais. Lui, n'en a pas. Il n'en a pas. Essentiellement, n'en a pas. Et ça va finir par être un problème avant longtemps, j'ai l'impression. Bon, j'aurais ça qu'on parle de Kirby Dach, j'aimerais ça qu'on parle de Jakub Dobeš, mais là, je me suis installé chez nos collègues de CBC qui partagent la plateforme à Hockey 2, puis je suis dans le chemin, ils ont des tests à faire. Alors, merci d'avoir été là! Kirby Dach, pas parfait, mais très rapidement, là, c'est encore lui qui a la meilleure candidature parmi les joueurs actuels pour compléter le duo Suzuki-Caulfield. Hier, il y a eu ses moments. Son but, oui, on le voit, là, il y a des statistiques en sa faveur en ce moment. Son jeu à 5 contre 5 a laissé à désirer plus que dans les 2 derniers matchs, disons, mais c'est quand même là le candidat idéal en ce moment. Puis, on sent qu'il va peut-être y avoir, je ne sais pas si l'éclosion, c'est le bon terme. J'étais sérieux, là. On n'a pas le temps d'en parler. Ah non, mais là, regarde, il attend. Dis-leur d'attendre, là. C'est quoi, là? T'es un animateur? Dis à nos collègues de la CBC, hey. Je l'aurais déjà dit. Parle en français, mais ils ne comprennent pas. C'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive. Okay. Mais c'était passionnant, là. Mais on va. Oui, ça a l'air. On va s'arrêter. Oui, c'est ça. Moi, j'ai bâti des liens depuis 24 heures. C'est ça, on a ça. Puis en 20 pas tout minutes, cochonner, le travail de Christine. C'est bon. Bon. Christine Rocher, je rappelle que tu es notre journaliste affectée aux affaires du hockey féminin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey masculin.
Oui. Je vais poursuivre mon soliloque sur ma chaîne YouTube. C'est ça. Et pour les commentaires d'Alex sur Yacoub Dobèche, suivez-le sur Instagram. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous et à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Mais un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin. Vendredi, un autre épisode de Garage. Et ensuite de ça, samedi le 8, en direct à 18h sur tout.tv. Et ce, à tous les jours pendant la durée des Jeux. Passez un bon mardi et une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.